Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier qui vous souhaite la bienvenue. Je m'entretiens avec Francis Daou, directeur de la Société catholique de la Bible. Il commente une des dernières trouvailles de Donald Trump, la vente de Bibles au public états-unien. Une initiative qui ravit sans doute les évangéliques du pays, mais qui n'en est pas moins truffée d'irrégularités et qui soulève quelques questions tant légales que morales. Mais tout d'abord, Stéphane Thibaudot, membre de l'équipe, nous amène au Proche-Orient où la tension déjà exacerbée est récemment montée d'un cran alors qu'Israël et l'Iran s'affrontent de plus en plus directement et non plus par terrain ou pays interposés. Stéphane Thibaudot, pardonnez-moi, bonjour. Bonjour, Monsieur Trottier. Oui, alors écoutez, quand on voit ce qui se passe au Proche-Orient, évidemment, il y a la riposte brutale d'Israël aux attentats du Hamas, ça bouillonne un peu partout. Et là, l'Iran, qui depuis une bonne quarantaine d'années, et Israël, je regardais en chien de faïence, ou du moins faisait des attentats de façon latérale, si vous voulez, non pas frontale, là, les choses ont changé brutalement. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est l'attaque contre le consulat l'attaque en fait de l'Iran. Oui. Est venue dans un contexte où il y a eu une attaque contre le consulat de l'Iran à Damas. Donc, oui. C'est une réponse, c'est une riposte à cette attaque-là. Mais quand Israël a attaqué le consulat iranien à Damas, en violation de tous les principes de droit international, on n'attaque pas une ambassade ou un consulat. Je veux dire. Oui, effectivement. Sauf que là, Oui. Oui, allez-y. Oui, ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas commencé avec l'attaque israélienne du consulat iranien de Damas le 1er avril dernier. Il y a toute une escalade qui commence depuis assez longtemps, non? Oui, effectivement, mais il faut comprendre que là, on est dans une logique autre. C'est-à-dire que en fait, l'Iran a toujours été plutôt dans les menaces que dans l'exécution bon, à part son appui au Hezbollah au Liban, mais une attaque directe contre Israël, ça c'est assez nouveau. Absolument. Et ça survient dans un contexte précis, qui est celui de l'attaque israélienne. Donc, et cette attaque israélienne-là, il faut la rappeler, n'était pas gratuite. On peut discuter de sa légitimité en droit international, mais en réalité, c'était à ce consulat-là se retrouvaient des responsables d'Al-Quds, qui est un corps d'élite des gardiens de la Révolution. Oui. Donc, qu'on soupçonne avoir planifié l'opération du 7 octobre contre Israël. Donc, c'est pour ça qu'Israël a attaqué le consulat, parce que c'est deux des têtes pensantes de cette attaque-là auraient été présents au consulat de l'Iran. Est-ce que le Hamas de Gaza a toujours nié l'Iran a toujours nié son implication dans les attentats du 7 octobre contre Israël? Oui, alors effectivement, on n'a pas de preuves formelles de l'implication de l'Iran, mais on a pas mal un faisceau de preuves. La sophistication de l'attaque qui demandait quand même des moyens logistiques assez poussés, qui sont pas vraiment ceux que possède le Hamas. Donc, et aussi les intérêts que pouvait avoir aussi l'Iran dans cette attaque-là. Et ça, c'est peut-être pas assez évoqué quand on parle de l'attaque du 7 octobre. Et c'est difficile à comprendre la suite des événements qui a suivi si on comprend pas ça. Alors, quel aurait été l'intérêt de l'Iran? C'est que l'Iran, en fait, le véritable ennemi de l'Iran dans la région, c'est pas Israël, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais l'Arabie saoudite. Donc, c'est vraiment l'ennemi, l'ennemi juré des Iraniens, parce que c'est une puissance sunnite versus une puissance chiite, l'Iran, qui essaie de dominer la région. Et l'Arabie saoudite est en plein processus de normalisation de ses relations avec Israël, qui est la principale puissance militaire du secteur. Avec les accords d'Abraham, c'est ça? Oui, c'est ça. On s'en allait vraiment vers une normalisation et là, pour l'Iran se retrouvait un petit peu mis sur la touche.
Et cette attaque-là allait provoquer une révolte populaire de la rue arabe et pousser les dirigeants d'Arabie Saoudite à reculer parce que on sait très bien que les Saoudiens n'étaient pas vraiment favorables à cet accord-là. C'était les dirigeants qui la voulaient, cette normalisation des relations. Vous avez dit, Stéphane Thibaudot, je vais revenir là-dessus, l'Iran chiite, l'Arabie sunnite, qui abrite la plupart des lieux saints de l'islam sunnite. Il y a un axe qu'on dit chiite, donc iranien, qui enjambe l'Iran, la Syrie, l'Irak, qui est à 60% chiite aussi, le Hezbollah du Liban qui est chiite, il y a les Houthis du Yémen qui, je crois, sont également chiites, à Bahreïn, il y a aussi des chiites, donc il y a vraiment un croissant ou un axe chiite, et l'Arabie Saoudite devait s'estimer, et l'Arabie et l'Iran s'estimaient encerclés par l'ennemi, quoi. Oui, effectivement, c'est exactement ça. Donc, un et l'autre se sont combattus au Yémen, d'ailleurs, indirectement, mais ils se sont combattus. Les rebelles Houthis chiites ont été combattus par l'Arabie Saoudite au Yémen. Donc, il y a un affrontement. Il y a eu la Chine qui est intervenue, qui a réussi un petit peu à pacifier un peu, mais ça reste quand même une paix précaire entre les deux puissances. Les deux essaient de contrôler la région, et c'est pour ça que le processus de rapprochement entre Israël et l'Arabie Saoudite, c'était vraiment une menace perçu comme une menace pour le régime iranien. Et donc, j'imagine que la riposte, je viens à l'actualité récente maintenant, Stéphane Thibaudot, la riposte iranienne qui a lancé après 300 drones sur le territoire israélien, une première, parce que en général, l'Iran attaquait latéralement, ou par ses rebelles, ou par ses milices interposées. L'Iran voulait montrer qu'il avait du muscle et qu'il était en mesure d'attaquer Israël directement. Et là, pour accroître son prestige dans la région et maintenir un statut, quoi. Oui, en fait, l'Iran ne pouvait pas ne pas riposter. Ça aurait été très mal perçu par les militants du Hezbollah, entre autres, et par tous ceux qui... Donc, ça aurait été vu comme un aveu de faiblesse. Est-ce que... Donc, il y a aussi... Vous m'entendez ou pas? Oui, je vous entends. Oui. Alors, écoutez, il y a aussi autre chose, c'est qu'en 2020, les États-Unis avaient tué à Bagdad, capitale de l'Irak, un certain Qassem Soleimani, qui était le général des gardiens de la révolution islamique et l'artisan de l'axe de résistance chiite. Ça aussi, je pense qu'il faut le mentionner dans la genèse de tout ce qui se passe maintenant entre Israël et l'Iran. Oui. Mais il faut préciser quelque chose. C'est que, en fait, Israël, c'est plutôt un ennemi commode. C'est pas vraiment un ennemi au plan géostratégique pour les Israéliens. Ça répond plutôt à des impératifs de politique intérieure. Parce que, en fait, la situation économique en Iran se dégrade. Il y a une forte inflation d'à peu près 40%. Il y a beaucoup de sanctions aussi. Les Israéliens s'appauvrissent. Oui, et les sanctions depuis 2018 qui ont fait beaucoup de mal. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a certaines régions en Iran qui sont pratiquement en révolte, comme le Kurdistan iranien et une autre province du Sud dont j'oublie le nom. Donc, qui sont pratiquement en révolte. Ça va pas très bien. Il y a beaucoup de tensions à l'interne. Et c'est toujours commode d'avoir un ennemi extérieur pour canaliser ces tensions-là. Oui, absolument. Donc, et souder la nation. Et souder la nation, évidemment. Oui. Alors, justement, parce que j'entends souvent dire que le régime des mollahs, donc iranien, est de plus en plus dictatorial parce que la population en a absolument assez de cette loi religieuse qui étouffe beaucoup de monde, qui oblige les femmes à être voilées dans la rue. Je veux dire, on dirait que la population iranienne s'éloigne de plus en plus des structures héritées de la révolution islamique de 1979.
Oui, puis en fait, ce qui est déterminant, bon, il y a toujours un petit peu de contestation. Oui. C'est pas nouveau. Surtout d'une frange de la population. Mais là, ce qui est en train de se passer, c'est que le régime s'appuyait sur la frange la plus pauvre de la population. Donc, qui bénéficiait d'une certaine égalité des chances, on pourrait dire. Oui. Donc, là, ce qui est en train de se passer avec le chômage qui est très élevé, l'inflation, c'est que cette catégorie-là aussi est touchée. Et là, on commence c'est comme les assises du régime commencent à s'affaiblir. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que l'Israël, c'est surtout auprès de cette frange de la population-là que l'Israël est l'ennemi. Alors que chez la frange plus éduquée, en fait, on entend souvent des discours, bon, on en a assez de cette espèce de ce discours-là anti-Israël. Bon. Oui, mais c'est surtout ça, ce discours-là. D'ailleurs, il y avait une manifestation aussi au Liban, en Iran, puis au Liban, où on disait ni Israël, ni... je me souviens plus c'était quoi le slogan exactement, mais bon, au fond, on est en train de dire, on en a assez là, qu'on nous désigne l'Israël comme ennemi, alors que nous, c'est pas notre ennemi à nous, là. Nous, ça nous touche pas. Donc, ce discours-là est de moins en moins prégnant dans la population, mais il l'est encore pour une partie de la population. Et c'est pour ça qu'Israël demeure un ennemi commode. Mais il faut expliquer aussi que, en fait, quand on regarde l'attaque dans le détail de l'Iran, ça a été planifié pour causer le moins de dommages possible. Absolument. Israël. Oui, ben c'est ça. D'ailleurs, j'étais assez surpris d'apprendre. L'Iran a averti les États-Unis et les voisins d'Israël 72 heures avant l'attaque. C'est vrai. Donc, ils avaient déjà averti d'avance. Ils se sont dit, préparez-vous à avoir une attaque. Donc, ils ont pu faire les préparatifs. D'ailleurs, il y a beaucoup de drones et de missiles qui ont été interceptés par les pays voisins d'Israël. Mm-hmm. Donc, c'était une attaque annoncée et en plus, on a envoyé des drones, on a envoyé des missiles, mais surtout des drones qui sont très lents. Donc, quand l'attaque a débuté, ça a pris plusieurs heures avant que les drones se rendent. Donc, on avait déjà, on laissait en plus une marge de manœuvre aux Israéliens pour se préparer. Mm-hmm. Donc, c'était manifeste qu'on voulait pas vraiment... C'était une attaque, mais c'est quasiment une mise en scène, je dirais. C'est vraiment, il fallait qu'il y ait une attaque, mais en même temps, fallait pas que ce soit ça provoque trop de dégâts pour qu'on entre en conflit direct avec Israël. Je pense pas qu'il est le but des Iraniens. Il y a une autre donnée fondamentale, Stéphane Thibaudot, dans cet affrontement Iran-Israël, un affrontement qui essaie de ne pas en être un, bref. C'est que l'Iran est en train d'enrichir son uranium. Israël a souvent ciblé, assassiné des scientifiques qui travaillaient à ce projet, qui permettrait ensuite à l'Iran d'avoir la bombe nucléaire. Et ça, c'est la grande crainte d'Israël. Est-ce que le nucléaire iranien à venir, ou potentiellement à venir, peut changer la donne ? Je ne sais pas si les Iraniens, où les Iraniens en sont dans l'avancement de leur programme nucléaire. Oui. Jusqu'à date, c'est assez surveillé. Je ne sais pas s'ils sont vraiment en mesure de développer un programme nucléaire pour l'instant. Ça, c'est un petit peu, mais je penserais pas. Ben, ça, c'est difficile à dire. Mais ils sont tellement surveillés à ce propos-là par les services secrets étrangers, donc, je pense pas que ça joue vraiment. Ce qui joue plus, c'est plus les tensions les tensions intérieures en ce moment en Iran. Et là, on a vraiment besoin d'un ennemi extérieur là, pour essayer d'agir comme dérivatif parce que le régime commence à se sentir menacé. Malgré tout, Stéphane Thibaudot, je lis ici et là que la tension est quand même à son comble. Il suffit qu'un général fasse la mauvaise manœuvre. Il suffit que Netanyahou, dans sa fuite en avant, appuie sur le mauvais bouton ou donne le mauvais ordre pour que tout se mette à péter. J'ai lu ça. Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Oui, c'est sûr que la situation est tendue. Il y a toujours des risques de dérapage, on ne peut pas le nier.
Mais je pense pas que ni Israël ni l'Iran ont intérêt à ce qu'il y ait escalade. C'est pas vraiment dans leur intérêt. Donc, je pense que ce que je note, c'est que oui, évidemment, le régime israélien il a été de déclaration, qu'il y aurait une riposte dure, mais j'ai l'impression que les Américains, entre autres, n'en veulent pas et ont probablement fait très bien comprendre à Israël qu'il risquait d'être lâché par le principal allié s'il y avait escalade. Donc, c'est sûr qu'à l'intérieur du gouvernement Netanyahou, il y a des ultra-orthodoxes qui, eux, doivent pousser très fort pour qu'il y ait une riposte très dure. Mais je pense pas que le gouvernement actuel va embarquer là-dedans parce que, il y en a déjà plein les bras avec la situation à Gaza et se lancer dans un autre affrontement sur un autre front et risquer d'avoir le Hezbollah qui va entrer dans la danse, je pense pas. Oui, une des hantises d'Israël, c'est justement, une des hantises d'Israël qui n'a pas de profondeur stratégique, c'est justement de multiplier les fronts. Ça, les Israéliens, je crois, n'en veulent pas ou ça serait drôlement malcommode pour eux. Oui, effectivement. Donc, une guerre sur deux fronts, c'est très mauvais pour eux. Donc, je pense pas que... ça peut arriver. Évidemment, il y a toujours des surprises dans ce genre de situation-là. Mais je ne vois pas vraiment de gros risque d'escalade. Ça m'étonnerait beaucoup. Maintenant, Stéphane Thibodeau, il nous reste 3 minutes. On est en année électorale aux États-Unis. Si Trump devient président... rien n'est joué encore, mais si Trump devient président, c'est le genre de personnage, avec tous ceux qui le suivent et l'idolâtre, à donner un blanc-seing à Israël. Je veux dire, Joe Biden est celui qui canalise ou qui constitue une digue pour la réaction de Netanyahou. Je veux dire, Trump, ce serait un feu vert permanent, non? Et là, l'escalade pourrait avoir lieu. C'est un personnage un peu imprévisible. Lequel? C'est un personnage quand même un peu imprévisible, Trump, parce que c'est quelqu'un qui... je pense qu'il a joué un petit peu à l'homme fou. C'était pendant les négociations des accords de Paris pendant la guerre du Vietnam. Oui. Nixon jouait à l'homme fou, l'homme imprévisible, et il y avait toujours son conseiller dont j'oublie le nom, là, très connu, qui disait, oui, mais regardez, moi comment? Kissinger? Oui, c'est ça. Donc, Kissinger, qui jouait un petit peu l'homme sage. Donc, il disait, écoutez, moi, je suis un homme raisonnable, mais mon patron, lui, il est imprévisible, je ne sais pas ce qu'il peut décider de faire. T'sais. Donc, il essayait d'un peu de déstabiliser les Vietnamiens comme ça. Et je pense que Trump joue un petit peu à ce jeu-là dans sa politique extérieure, quand on regarde son parcours. Il joue un petit peu à ce jeu de chaud et de froid. Je pense pas que ce soit un vote en guerre fanatique. C'est un peu une caricature, même si le personnage est douteux là, à bien des aspects. Je pense pas qu'il soit fou. En fait, c'est vraiment, moi en tout cas, de ce que j'ai perçu de sa politique extérieure, qui n'a pas été si mauvaise en fait, c'est qu'il jouait beaucoup à ce jeu-là de bascule. Donc, je pense qu'il pourrait... Je le vois pas vraiment, mais en fait, on ne sait pas. C'est comme là, je joue un peu les devins. Mais oui. Je ne penserais pas que ça changerait. Écoutez, Stéphane Thibodeau, on va en rester là pour l'instant, mais c'est pas votre dernière intervention à cette émission. Et puis, la situation au Proche-Orient est appelée évidemment à évoluer. On va certainement en reparler. En tout cas, merci beaucoup pour ces propos sur le face-à-face direct entre l'Iran et Israël, qui pour l'instant, en tout cas, donne des signes d'accalmie, pourvu que ça dure. Stéphane Thibodeau, merci beaucoup. À une prochaine. Oui. À venir sur les ondes de la Radio VM, Donald Trump, vendeur de Bible. On vous revient après la pause publicitaire.